Comment tu vas, Roland? Ben, ça va, je préférerais avoir 25 ou 30 ans de moins, mais bon, j'ai eu la chance de les avoir et je me console en me disant aussi que pas tout le monde a eu la chance d'arriver à 72 ans que je vais avoir et donc je me console comme ça. Mais c'est vrai que, allez, j'ai horreur de me plaindre, mais d'être ici, ça me rajeunit quand même. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, je le redis et je le redis, j'ai encore la chance de passer un moment avec toi, Roland. Tu es arrivé en 82-83 au Sporting Club de Toulon. Tu as été joueur, entraîneur, directeur sportif. Tu as marqué ce Sporting de ton empreinte, hein, il faut le dire. Hein, donc voilà. Donc on va parler de ton Sporting Club de Toulon et j'aimerais que tu me dises comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Ben, tout simplement par rapport à Christian, avec qui j'étais très très proche. Parce que bon, il est aussi adorable que talentueux à l'époque. Malheureusement, on l'a perdu rapidement avec Jeannot Petit. Et ce trio Onis, d'Alger, Petit, ben, reste pour moi le meilleur trio que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. Donc il y a des coïncidences qui sont bizarres. C'est que depuis tout petit, je venais à Toulon régulièrement parce que j'avais le parrain de ma sœur qui était donc directeur de banque, et donc on venait leur rendre visite, et Toulon faisait partie des équipes, elles étaient toutes la première et deuxième division que j'avais dans ma chambre, et je me rappelle de celle de Toulon avec Roubaud, Alba, il y avait quand même une équipe redoutable, mais je pensais jamais qu'un jour déjà j'allais être professionnel et que je puisse jouer à Toulon, là où j'allais régulièrement, au moins une fois par mois, avec ma famille. Et donc Christian est parti de l'AS Monaco où on joue ensemble pour justement se fixer un challenge, c'est de faire remonter Toulon. Dans l'intersaison où il y va, si je me trompe pas, Toulon vient de descendre de deuxième division en troisième division, ce qui est quand même catastrophique. Parce que déjà en deuxième division, c'est pas quand même un exploit. Mais alors en troisième division, c'est-à-dire en CFA, et d'ailleurs, je relevais de blessures dans une certaine période, et donc j'avais joué en équipe réserve à Monaco, et on était venu à Toulon, où bon, Christian il m'emmerdait tout le temps. Luigi Alfano aussi, elle disait, oh, ne nous emmerde pas, vous n'avez rien à foutre, vous ici. Je disais, ça va, je vais pas faire le match de ma vie. Et on avait effectivement perdu. Je crois que c'est une des rares fois où j'étais content de perdre un match. Donc tu arrives dans cette équipe qui remonte en première division. Non. J'arrive quand ils sont en deuxième division. 82, 83. Et là, tu remontes avec Grenoble. Tu fais le, pardon, voilà. C'est vrai, tu matches fantastique ce match de Grenoble. Oui, mais bon, c'est pas au match de Grenoble qu'on remonte. Oui, il y avait toute la saison. Voilà. Donc, c'est comme quand moi j'ai connu après la perte du titre avec Marseille contre Bordeaux à la dernière minute du dernier match. Non, c'est pas là qu'on a perdu le titre. C'est un match aller-retour. Et donc, si on a réussi à monter, il faut se rappeler du groupe dans lequel on était. Nice, qui garde une grosse équipe qui venait de descendre de première division. Cannes, qui avait des moyens avec un PDG, j'ai oublié le nom, des moyens financiers pour monter une grosse équipe. Reims, qui était presque une équipe de première division, et les Minots de Marseille. Ouais. Et ça, c'était dans le même groupe. Ouais. Et on termine quand même premier de ce groupe-là. Il y avait deux groupes. On perd le titre, mais on s'en fout complètement. Même si on a essayé de le gagner pour être champion de France de deuxième division. Et donc, on remonte justement dans ce match de Grenoble, qui a été un des matchs les plus faciles de la saison, avec Grenoble qui n'a pas fait du tout
le match de leur vie. On était inquiets de savoir que Grenoble aurait pu peut-être être aidé financièrement avec une belle prime en cas de montée pour encourager une victoire. C'est pas comme dans certains matchs où il y a de la corruption, et la corruption, c'est d'arriver à payer quelqu'un pour qu'il perde. Donc là, au départ, premier quart d'heure, on était surpris un petit peu de voir Grenoble. Et sur le terrain, je me rappelle, on se parlait en disant, mais qu'est-ce que tu fais le match de ta vie, vous êtes au milieu du tableau, et donc on s'est un petit peu accroché, et le match s'est passé tranquillement, mais c'est pas ce match-là. Il était logique pour moi qu'on batte Grenoble, qui n'avait rien à faire de ce match-là, et c'est vrai que ça a été une grande joie, parce que remonter en première division, c'est quand même extraordinaire. Moi, qui avait quand même des cartons jaunes, des fois des cartons rouges, j'avais fait une saison un petit peu mémorable, pas dans mes prestations, même si j'avais fait une saison correcte, mais j'avais surtout fait 34 matchs sur 34, ce qui est très rare, puisque il y avait justement 18 équipes, et donc ça, mathématiquement, ça faisait 34 matchs. Et je me rappelle aussi, c'est pour moi une performance qui ressemble à un record. Avec l'équipe que nous avions et une solidité défensive de très haut niveau, Berenguer, Alfano, Courbis, Boissier, sincèrement, dans la complémentarité et dans les qualités, c'était difficile de mettre 4 joueurs aussi solides et aussi complémentaires. Viciano dans les buts, Perlin, Nkouka devant. Donc, et ça, je m'en rappelle. Pourquoi? Parce que on prend 17 buts seulement en 34 matchs, dont 3 dans le même match, c'est à Guignon, où on gagne 4-3. Ce qui fait que dans les 33 autres matchs, c'est mathématique, hein, on n'a qu'à enlever 3 buts. Ça fait 14 buts seulement en 33 matchs. Alors c'est vrai qu'en football, ce qui est important, c'est le côté offensif. J'ai essayé de m'adapter, mais j'ai gardé toujours ma vision du football en disant que c'est vrai que c'est très beau, et même quand on est supporter, l'équipe qui marque les buts, on est content. Tout ça, j'arrive quand même à suivre, mais par contre, ne négligeons jamais une solidité défensive indispensable pour faire des bons résultats, et ne négligeons jamais, j'ai essayé de combattre ça tout au long de ma carrière de footballeur et d'entraîneur, essayons quand même de réaliser qu'il y a un poste qui est aussi différent et aussi particulier et aussi difficile, c'est le poste de gardien de but, et donc ne négligeons jamais l'importance d'un gardien de but. Mon père, il m'a toujours dit, gaffe, en parlant de football, regarde bien un petit peu les gardiens de chaque équipe. Je te dis pas qu'avec un bon gardien, tu es sûr de réussir, mais je te dis que sans un bon gardien, tu es sûr d'échouer. Donc, et je m'en suis aperçu tout au long de ma carrière. Et donc, pour en revenir en résumé, la solidité défensive, si on me dit, qu'est-ce que tu vois en premier, Roland, sur le plan offensif ou sur le plan défensif? C'est 50-50, mais si tu m'obliges à faire aller un 51-49, je mets le côté défensif avant le côté offensif. Quand, par exemple, j'ai pas la prétention d'avoir l'intelligence et l'instruction d'inventer des proverbes ou de les un petit peu changer. Mais quand, par exemple, il y en a un qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. Quand on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Non, je suis contre ça.
Là, mais je pourrais peut-être changer en disant, pour pouvoir être très bon en attaque, il faut quand même une meilleure défense. Si je prends un papier, un crayon et que je dessine comment moi je vois une équipe de football, je vois une équipe de football comme une pyramide. Mais la base de la pyramide, pour moi, c'est pas l'attaque. L'attaque, c'est la pointe en haut de la pyramide. Et là, à ce moment-là, ben, j'essaye de transmettre ça à mes joueurs. Enfin, j'essaye de transmettre ça à mes joueurs. Mais si aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec un entraîneur, ben, je lui explique comment moi je vois les choses. Je lui dis surtout pas que je détiens la vérité, mais je vois les choses comme ça. Après, c'est à toi, ben, à les voir de la façon que tu veux, mais moi c'est comme ça. Quand tu es au Sporting Club de Toulon, que tu arrives, donc tu vas faire les saisons, il y a des joueurs qui t'ont pas impressionné, mais pas souvent. Mais est-ce qu'il y a des joueurs où tu t'attaches et est-ce qu'il y a des joueurs qui te marqueront dans ce Sporting Club de Toulon? Oui, mais bon, je suis déjà au courant par Christian, et donc Christian Dallier, qui déjà s'occupe avec le président Sudre et Bonadei à l'époque du recrutement. Donc, il me fait venir et en plus de ça, je leur demande pas un gros salaire parce que j'ai besoin moi, encore d'un certain challenge. J'ai aucun problème financier avec quand même une relation dans ma vie privée d'une personne qui est archi milliardaire et ça me permet pratiquement de faire un peu ce que je veux avec beaucoup d'argent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que à force d'avoir beaucoup d'argent, ben un jour j'ai pris un, un redressement fiscal avec une somme qui était au-dessus de ce que je possédais. Donc, c'est sûr que ça c'est quand même assez rare, mais bon, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour expliquer certaines choses. Et pour en revenir à la question. Aux joueurs, ouais. Donc, ben, avec Christian, il m'a décrit un petit peu les qualités de Berenguer et d'Alfano qui avaient en plus une fidélité pour le club. Pour le quatrième joueur, j'ai eu la chance de connaître Bernard Boissier, en équipe de France junior, qui avait une situation familiale un petit peu compliquée, mais qui pouvait venir, si on lui laissait 48 heures après chaque match pour aller un petit peu à Nîmes et retourner à Nîmes. Donc ça nous fait Berenguer, Alfano, Courbis, Boissier. Ça fait quand même une équipe solide. Et ensuite, ben, on a Christian qui joue un rôle un petit peu d'entraîneur, de directeur sportif, de meneur de jeu, de buteur. Mais des joueurs comme Christian, il y en a pas, il y en a pas eu beaucoup. Ouais. Hein. Et donc, quand j'arrive, je suis déjà, j'ai pas besoin de me casser la tête. Je repère tout de suite les joueurs par rapport et je gagne du temps par rapport à tout ce qu'on m'a dit Christian. J'ai certains principes déjà qu'on avait inventés à, à Monaco avec Bernard Gardon sur la différence qu'il peut y avoir à l'époque avec un stopper et un libéro. Aujourd'hui, il y a une couverture alternée. À l'époque, il y avait un stopper et un libéro. Et donc, ça se passe avec Alfano au moins aussi bien que ça se passe avec Gardon, ce qui est quand même un compliment pour Luigi. Les deux arrières latéraux sont Berenguer et Boissier. Quand après, on remonte en première division, Boissier fait encore une année. Et après, moi, je passe entraîneur à la place de Rossati, qui lui-même avait remplacé Christian. Christian, qui avait ses qualités de joueur énormes. Et en ce qui concerne le métier d'entraîneur, certaines difficultés qui sont un petit peu logiques, mais on a pu le voir dans d'autres joueurs, c'est que quand tu as été un grand joueur,
c'est pas 100%. Mais à 80%, on a vu Maradona, c'est même pas qu'il était mauvais, Maradona, au poste d'entraîneur ou de sélectionneur, était ridicule. Donc voir un Maradona ridicule dans sa morphologie, en étant tout petit, en pesant 150 kilos, et le voir aussi stupide dans le métier d'entraîneur, sincèrement, par contre, ça n'a pas empêché Cruyff d'être un grand aussi. Et Christian avait certaines qualités, certains défauts, parce qu'il avait, comme souvent les anciens grands joueurs, qui n'arrivent pas à comprendre que son joueur qu'il a en face n'a malheureusement pas les qualités qu'il avait lui. Et donc, ça, c'est un gros handicap et évidemment un défaut. Et c'est ce qui a coûté à Christian sa place d'entraîneur, même si on sait que la place d'entraîneur, tu fais 2 ans déjà, et c'est déjà beau. et c'est déjà un exploit. Donc voilà un petit peu, je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter pour vous être agréable. C'était une évidence que tu deviennes entraîneur? Non, c'était une anomalie. Tu penses, voilà, ouais, Et non, parce que tout au long de ma carrière, quand on me posait la question, et qu'on me disait, mais on l'a rappelé le joueur là, que tu vas faire? Je dis, attends, déjà que je suis moi, paraît-il, mais je reconnais que c'est possible aussi un peu à moitié taré. Tu veux que je fasse en plus ce métier de taré là, entraîneur? Non, merci. Et donc, sans le faire exprès, sans le préparer, on se retrouve dans une intersaison avec Alain As comme président. On fait un recrutement et bon, ben les joueurs ont du mal, les nouveaux, à intégrer, à s'adapter. On a Orsatti qui fait de bonnes choses, de bonnes, comme on fait tous quand on est entraîneur. Et là, c'est devenu dramatique parce qu'on est dernier avec je sais plus combien de retard sur l'avant-dernier. Et Alain As, il me dit, Roland, je vais pas prendre un entraîneur avec encore un nouveau salaire et tout. File-moi un coup de main. Tu jouais avec eux il y a un an et demi. Il y a personne de mieux que toi qui les connaît. Essayons de rattraper ce coup. Ok, je dis bon, pourquoi pas, je le fais très très volontiers. J'essaye de mettre en place des choses un petit peu précises, notamment pour justement être solide. Si je me rappelle bien, on finit 3 ou 4e des matchs retour, ce qui nous fait terminer au milieu du tableau, ce qui est un exploit. Ça m'a beaucoup amusé et je dis, allez, on va faire une année supplémentaire et après, je redeviendrai conseiller du président. Et donc, là, on termine 5e. On rate de pas grand-chose au dernier match, la qualification pour la Coupe d'Europe. Je crois que c'est contre Nantes. On a Bertrand Demann qui se fait mal, le gardien. On a un joueur de champ, je me rappelle plus son nom, de Nantes. Bibar. Voilà, qui devient gardien de but. Et malgré cet avantage, on n'arrive pas à battre Nantes et on se fait doubler par Metz. Le Metz, qui l'année d'après élimine Barcelone. Oui. Ouais. Mais bon, Toulon-Barça, ça aurait eu de la gueule. Ouais, mais après, on peut pas savoir si on serait tombé contre le Barça encore, mais toujours est-il que Metz c'est dommage. A fait ça, mais bon. Ouais. Quand j'interviewe tous les joueurs, les anciens, il y a quelque chose à chaque fois qui ressort de tous ces interviews, c'est tes causeries. Quand ils me disent que tes causeries d'avant-match dans le vestiaire, ils sortaient du vestiaire, ils étaient à 200%. Souvent le match à l'époque se jouait dans le tunnel aussi, dans ce tunnel de Mayol. Donc, parle-moi de ces causeries. Ben, sans prétention, sans fausse modestie, je me suis servi un petit peu de ce que j'ai pu voir pendant mes 14 ans de joueur de haut niveau. Sur mes 14 ans, j'ai fait quand même 13 années à Monaco, 13 années en première division, une année en deuxième division à Toulon. Et donc, j'ai
beaucoup par passion et par obligation et tout, écouter les causeries de tous les entraîneurs que j'ai pu avoir. Il y en a certains que, dans certaines choses, je disais, si un jour je faisais entraîneur d'un match, là, parce que je pensais pas faire mon métier, ça, je trouve pas con de dire aux joueurs. Par contre, il y a l'autre côté. Je dis, alors là, je dirais jamais ça à un de mes joueurs. Déjà, la causerie, très courte, entre 10 et 15 minutes, et surtout pas 30, 40, 45, voire 1 heure, parce qu'au bout de 15 minutes, il n'y a plus personne qui enregistre quoi que ce soit. Et mon objectif, c'était pas de faire des compliments et se voir plus gros que ce qu'on est. Non, je faisais le contraire, mais c'était pour atteindre le même but, c'est que je baissais le niveau de l'adversaire en me moquant de l'adversaire et de certains joueurs lui, non, pour qu'il se décollez pas, qu'on prenne un but, d'accord, mais pas lui, hein, parce que lui, s'il nous marque un but, ce sera l'exploit de la semaine. Donc des trucs comme ça. Donc une certaine un certain mélange de conneries, de blagues, mais aussi de choses sérieuses pour en arriver à ce que les joueurs ils sortent. Je vais peut-être exagérer en te disant, mais ils sont regardés comme ça, ils se disent, mais que tout ce que devait nous dire, voilà, mais comment on va faire pour perdre, etc. Alors que je vais vous expliquer une anecdote que j'ai rencontrée justement par rapport à ce que j'ai noté de surtout ne jamais faire si un jour j'avais à préparer un match de football. Lucien Leduc, pour moi, c'était un coach qu'on pouvait mettre dans la catégorie d'un accompagnateur de groupe. Alors après, meneur d'hommes, tous ces trucs là, Lucien Leduc dans une causerie, il te parle uniquement des qualités de l'adversaire. Donc, ils vont vite. Ils sont difficiles à dribbler. Ils marquent des buts. Ils sont bons de la tête. Ils sont bons sur coup de pied arrêté. Ils sont bons défensivement. Ils récupèrent le ballon de façon extraordinaire. À la fin de la causerie, coach, il y a une petite question. On a une petite chance quand même, et évidemment, cette question que je posais, que Raoul Nogues posait à l'époque, ben, le duc, qui se vexait un peu quand ça se passait ça, il rigolait, après on en reparlera du match. Là on est avant le match, on en reparlera après. Ouais, ça va coach, vous énervez pas. On essaye de vous demander si on a une petite chance quand même. Donc ça va, c'est pas une question méchante qu'on vous pose. Donc voilà, donc c'est pour ça que les causeries, ça me paraît être un moment très important. J'ai essayé de le faire comprendre à tous les gens que j'aime bien parce que il y a une longue liste dont je suis très fier. C'est une liste de joueurs que j'ai eu la chance d'avoir sous ma responsabilité, qui sont devenus des entraîneurs, des bons, des moyens, mais donc j'ai quand même cette fierté quand j'entends dans certaines interviews, ben tiens, moi je me suis inspiré de la façon de Roland de nous communiquer des choses et tout. Ben, ça me fait énormément plaisir. Donc, la question exactement c'était quoi La question c'était ces causeries que tu me parles de tes causeries. Qu'est-ce que tu pouvais dire à ces joueurs, parce que tous ils me disent on sortait du vestiaire, on était remonté à remonté à 200 personnes, tout en étant quand même dans une certaine décontraction. Ouais. Et pas parce que si c'est aussi pour sortir de la causerie et avoir deux expulsés et 2 cartons rouges dans le premier quart d'heure, tu as raté la préparation de ton match. Tout à fait. Et un des trucs et des objectifs pour moi
indispensable, c'était justement de ne pas Ouais. avoir un carton rouge et de Ouais. terminer les matchs à 10. Ouais. Les matchs à 11 et Bien pas, sûr. Eh oui. et pas à 10. Donc voilà, après, bon. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Souvent, j'ai l'impression que on néglige l'importance d'une causerie dans un avant-match, puisque maintenant, c'est beaucoup plus télévisé qu'à une certaine époque. Et dans un après-match, avec en plus les matchs tous les 3 jours. Le métier d'entraîneur, je le trouve encore plus difficile qu'avant. C'est un changement qui sont une bonne chose, mais aussi, tu as encore plus de possibilités de te tromper dans le changement avec 5 changements que quand il y en a 2. Et donc, une causerie à la fin d'un match. Ouais. Quel que soit le résultat. Mais c'est pas les mêmes. Parce que ce qu'il faut que tu arrives à te mettre dans la tête, c'est que tu as un match dans 3 jours. Ouais. Tu as déjà le problème de faire les choix de l'équipe qui va démarrer le match, des changements en cours de match. Tu viens d'avoir un blessé, tu n'as pas encore la certitude qu'il pourra jouer 3 jours après. Mais en résumé, si j'ai un conseil à donner, même si je sais que les conseillers ne sont pas des players, je pourrais dire aux entraîneurs, mais réalisez, après vous raconterez ce que vous voulez, réalisez que suivant la causerie que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de construire soit une future victoire 3 jours après, soit une future défaite. Je donne un exemple. Quand je vois un entraîneur, mais j'écarquille les yeux, j'ai dit, mais il a bu, il est con lui, ou il le fait exprès ou quoi? Mais qui casse en 4 ses joueurs, tout ça, mais fais-le sans que personne ne le sache dans un vestiaire, même si ça se saura, parce que les joueurs ils se parlent entre eux et tout, mais va pas faire ça à la télé. Pense qu'il y a tes joueurs qui t'écoutent, mais pense aussi qu'il y a tes adversaires, tes futurs adversaires qui t'écoutent. On peut être aussi con que ça, mais des conneries on en fait tous, des erreurs on en fait tous, Mais pas ça. Mais toi là tu es en train de battre un record. Ouais, pas ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais bon, on est dans une région où déjà on a la réputation de menteur ou d'exagérer. Mon grand-père, d'ailleurs, il rectifiait toujours, il disait, on n'est pas plus menteur que les autres dans notre région. Mais par contre, on exagère, mais vous êtes suffisamment con pour pas avoir compris que exagérer pour nous dans notre région, c'est pour apporter de l'humour, de machin. Je vous donne un exemple. Je pars à la pêche, je rentre dans la pêche et j'ai dit, je viens de pêcher une dorade, le fait une tonne. Vous pensez pas que je suis menteur quand même, hein? Rassurez-moi, vous pensez quand même que j'ai exagéré, mais pour faire rire ou pour impressionner la grandeur de la dorade. Dorade, je vous ai dit, ou Dorade. De la dorade que j'ai pu pêcher. Donc voilà. Après, je suis obligé de rectifier les choses, tout en rassurant. Je pense que des conneries, j'en dis moi aussi, des erreurs, j'en fais moi aussi, mais j'essaie quand même d'être cohérent et logique, et que dans les débats que je peux avoir sur le football, ça me dérange pas de débattre et de développer des arguments, parce que dans les débats, on sait très bien qu'on n'est pas d'accord, mais on développe des arguments et on sait très bien qu'on n'est pas d'accord, mais on sait très bien qu'on ne sait pas qui a raison. Et ça, c'est quand même passionnant. Et c'est pour ça qu'il y a des discussions sur le football et sur d'autres sports aussi, qui sont des discussions passionnantes, tout simplement faites par des passionnés. D'accord. Si je te dis, tu te déguises en gardien de but, ça te rappelle quoi? Luigi Alfano à Montpellier. Ouais, là j'avais pété un boulon. Ce que je fais là, je trouve que c'est pas intelligent avec le gardien, mais bon, je suis énervé sur de beaucoup de choses, et là je dérape, c'est pas prends la douche.
Mais bon, je trouve que c'est une énorme connerie. D'autant plus que je me rappelle plus le nom du gardien C'était le Murati, deuxième gardien. Murati, Voilà, hein, ouais. Murati. Qui est un peu brave garçon, sérieux, consciencieux, Murati. Que j'aimais bien et tout, et que là, mais je me rappelle même pas pourquoi il fait deux trucs qu'on avait parlé, je sais pas si c'est pas, Ouais, et puis il un a mal en corner, machin, plus. etc., Ouais, qui fait pas ce qu'on avait préparé, ça m'énerve. Et donc, mais je crois qu'on est en train de perdre déjà ce match-là, donc je suis contrarié. Et je dis, bon allez, il prend un but de sa faute, mais ça arrive à tous les gardiens. Et là, ben, je suis tout simplement mauvais d'avoir dérapé bêtement. Bon, de toute manière, avec Luigi, si c'est pas gardien de but, c'est remettre ton nez Ah ouais, à la cravate, de toute manière. ça c'est. Mais d'ailleurs, quand je parle de Toulon dans les conversations que j'ai pu avoir depuis ces longues années, et qu'on me parle d'un tel, c'est sûr que la complicité avec Luigi par rapport aux deux arrières centraux que nous étions, et le fait de voir ce jeu de tête exceptionnel de Luigi, alors qu'il fait en dessous d'un mètre 80, je crois qu'il doit faire 77, 78, un jeu de tête exceptionnel. Moi, j'avais un jeu de tête pas mal non plus, et je faisais un 84, et lui, avec un 77, 78, il arrivait à avoir un jeu de tête au moins aussi bon que le mien, si ce n'est meilleur. Et ça, l'avoir vu un jour, prendre un coup de tête, et je me tourne et je vois le nez qui est complètement tordu d'un côté, je m'effraie, mais lui, évidemment, moi, il se voit pas dans une glace. Je dis, oh, putain, ouïe. Eh bien, comme s'il avait l'habitude, il prend son nez avec le pouce et l'index, et il le remet tout droit. Moi, je regarde ça, et j'ai dit, Outi, tu t'es remis non, mais ben ouais, c'est pas la première fois et tout ça. C'est pas la première fois, mais attends, fais quelque chose, vois un spécialiste et tout. Ton nez, c'est pas un nœud de cravate quand même. Donc, et voilà, c'est cette phrase, Ouais, elle reste un peu toujours ouais. dans les bons souvenirs et dans les souvenirs importants. C'est moi, si j'avais vu quelqu'un se remettre le nez tout seul. Ouais. Tu disais aussi que vraiment le Sporting, il avait une identité du Sud. Ici, vraiment, il y avait une identité. Et vous aviez à l'époque le RCT, le Sporting. Et un truc quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, tu cherchais, comment t'as trouvé cette organisation en zone à 5, justement, Ouais, mais c'est par concours de circonstances. Déjà, être à Toulon et représenter le football comme Daniel Herrero, que j'ai toujours adoré, et la façon de parler de Daniel Herrero, pour moi, je me demande si on est allé à la même époque, à la même école pour apprendre le français, parce que sincèrement, je trouve que c'est un phénomène. Être à Toulon avec les habitudes de Toulon, où le rugby passe nettement avant le football, même si on a réussi à monter nous aussi en première division. Mais comparons ce qui est comparable. En début de saison, quand tu as Daniel Herrero, qui est donc représentant le rugby, où on est en très très bon terme, ouais, et avec beaucoup moi, je sais pas que je le trouvais extraordinaire. J'avais beaucoup d'affection, mais beaucoup d'admiration aussi. Mais même invité une fois dans un Toulon-Agen, qui était le rival de l'époque, l'un des principaux rivals. Et donc, il fallait quand même réfléchir que les objectifs, c'était totalement différent. C'est que en début de saison, le rugby avait comme objectif le titre, et nous comme objectif le maintien. Et déjà de terminer dans les 10 premiers, c'est comme si on avait été champion de France. Mais
la joie que nous avions chaque année de nous maintenir, je pense qu'elle était aussi forte que ce que le rugby pouvait avoir comme joie. Et je me retrouve avec des relations sympas, Manu Diaz notamment, Louvet, donc tous ces gars, Galion, bon, et je les regardais tous avec beaucoup d'admiration. Mignoni, qui est maintenant un très très bon entraîneur. Je peux pas tous les citer. Trémouille, Carbonel, bref, Bianchi derrière. Et pourquoi je parle de Trémouille, Carbonel et Bianchi, c'est par rapport à la question que tu viens de me poser. Je suis emmerdé, mais appelons ça avec des emmerdements que tous les entraîneurs pourraient avoir, c'est d'avoir 3 arrières centraux exceptionnels, Mendy, Alfano, Casoni, un gaucher, deux droitiers. Et comme moi je joue avec 2 arrières centraux, ben il y en a un de trop, donc Luigi sur les 3, c'est le seul qui peut, je pense, faire ce qu'on appelle maintenant la sentinelle numéro 6, avec 2 arrières centraux derrière, Casoni côté gauche et Mendy côté droit. On a vu pire, déjà. Et je regarde la composition d'équipe de Toulon-Agen. Teller, Mayol, machin. Et je vois donc Bianchi, 4 joueurs devant machin. Et ce qui attire mon attention, c'est les 3, que j'appelle moi en football, les 3 arrières centraux. Et d'un coup, je dis, putain, mais pourquoi je fais pas de Bianchi Mendy, d'Alfano Trémouille et de Casoni Carbonel? Mais au lieu de mettre ces 2 arrières centraux là, comme j'ai vu que ça se faisait avec un libéro marquage individuel, tu suis les 2 attaquants adverses, n'importe où ils vont, s'ils vont même pisser, tu vas pisser avec tous ces trucs-là. J'ai dit, mais on va jouer en zone. Et ensuite, ben, on va se débrouiller de coulisser de droite à gauche et de gauche à droite. J'ai la prétention, si par exemple, il y a quelqu'un qui veut me dire, qui va me piquer l'invention, mais j'ai la prétention d'avoir inventé les 3 arrières centraux, je dis bien en zone. En zone. Les 2 arrières centraux, 2 stoppers qui prennent le marquage individuel comme des idiots, les deux machins, etc., plus un libéro qui couvre tout, ça je l'ai pas inventé, parce que en plus de ça, j'aurais pas été content de moi, de cette invention que je trouve encore plus con que con. Et donc, je me suis retrouvé avec ça. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris qu'un garçon comme Ivic, et je me renseigne de ce qu'il faisait tactiquement avant de venir à Paris, donc il met en place appelons ça 5-4-1, mais avec 5 défenseurs, les couloirs, parce que moi je mets Alfano, Mendy, Casoni, Berenguer, couloir droit, et Marsiglia, couloir gauche. Pardo, Zawi, devant la défense. Là où je pense être pas mauvais du tout, c'est de transformer Zawi, qui était un faux ailier droit moyen, en très bon numéro 8 récupérateur et très complémentaire avec Pardo. Bénédé côté droit, Ginola côté gauche, et Henry en pointe, le point de fixation, c'est-à-dire le repère qu'on essayait d'atteindre dans la construction de Noël. Et là, je vois le Paris Saint-Germain avec Ivic, mais ça, excusez-moi, j'avais un an d'avance, qui joue avec 5 défenseurs, 3 arrières centraux en zone. Mais, à la différence de moi, un numéro 6, Sané,
ou Séné, de Sané ou Séné. Ouais. 3 milieux devant, Souzik en numéro 10. Le petit, pas le clair, enfin bref, Pérez, non? C'était pas ouais, Pérez, c'est ça. Pérez à l'époque, hein. Pérez. Le petit Pérez. Et l'autre, tu le trouveras facilement. Ouais. Exureb en pointe, qui est le contraire de Henri, moi, lui qui fait les appels en profondeur. Et donc, quand je vois ça, ben, je me débrouille de contacter Tomislav Ivic en lui demandant de venir. Donc, je l'invite à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour échanger un petit peu des idées. Et là, ben, il me dit que c'est en regardant jouer Toulon que ça lui a donné l'idée. Donc, ben, je suis très fier et honoré. Ouais. Mais j'ai jamais chanté. C'est la première fois que j'en parle. Je vais faire un documentaire sur ma vie, sur ma carrière. Et là, dans ce documentaire, ben, justement, c'était prévu d'expliquer ça. Entre autres choses, il y a beaucoup de choses à expliquer. Ouais. Et donc, je suis très fier mais savoir qui a raison dans les deux autres. Est-ce que c'est mieux de mettre un 6, 2 8, un 8 côté droit, un 8 côté gauche? Est-ce que c'est mieux d'avoir un numéro 9 avec le profil d'un Giroud, par exemple, ou un profil de Xureb? Paf, les couloirs, bon, ben ça reste des couloirs. Donc, c'est difficile. Et donc, je passe, j'ai eu le plaisir de le rencontrer 2 fois. Ouais. Et donc, j'en ai profité aussi pour essayer d'analyser les pour, les contre de certains trucs. Je lui ai posé beaucoup de questions. Il avait quand même beaucoup plus d'expérience, de compétences que moi. Ben ça, c'est pas à moi à le dire, mais il avait quand même 10 ans d'avance. Donc, je réfléchissais avec lui aussi. J'ai posé les questions de la différence qu'il pouvait y avoir entre un gaucher et un droitier. Donc, tous des petits détails que, bon, ben là, je suis obligé de garder pour moi, parce que sinon, ben, tous les petits détails, les petits secrets que j'ai, ben, je peux en faire profiter bêtement de tout le monde. Mais donc, il en est ressorti où la fierté que j'ai pu avoir, c'est que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a dit c'est moi qui ai inventé les 3 arrières centraux en zone avec l'organisation à 5. Et bien moi j'ai dit c'est pas que je l'ai inventé, ça m'est tombé du ciel à Toulon avec Bianchi, Carbonel et Trémouille. Donc finalement le rugby était pas seulement utile aux passionnés de rugby pour espérer être champion de France, c'était aussi intéressant pour le football qui pouvait copier dessus. Bon, évidemment que je plaisante, mais ça s'est exactement passé comme ça. D'ailleurs, on a pu voir qu'il y a eu la confirmation que j'ai pu appeler Zinedine Zidane Zizou. Mais par contre, je n'ai jamais eu la confirmation que l'organisation en trois arrières centraux et les pistons, l'organisation à 5, j'avais pu l'inventer moi. Ben, j'en ai la fierté. Et si des fois, les personnes qui écoutent ça et qui disent non, je suis désolé, c'est moi qui l'ai inventé, ben à ce moment-là, je lui dirais bravo, mais je lui dirais aussi que j'étais pas au courant, personne ne me l'avait dit. Et donc, c'est la dernière question. Qu'est-ce que tu retiendras de ce Sporting Club de Toulon? Qu'est-ce que tu retiendras de toutes ces années au Sporting? Est-ce que c'est un joueur, un match, qu'est-ce que tu retiendras? Si tu veux, souvenir, qui sera le souvenir aussi de ma fin de carrière. Donc, je suis venu à Toulon parce que je voulais pas terminer ma carrière à Monaco en étant plus ou moins pas sûr d'être titulaire à tous les matchs, chose que j'ai pas l'habitude. Et puis Toulon, il y a toujours une certaine sympathie, sans le faire exprès, avec
le parrain de ma sœur. Ouais. Cette ville, qui est une ville particulière, avec notamment le rugby qui passe avant le football, ça c'est très rare. Donc, de voir ça, Ouais. ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Et ensuite, d'arriver à rivaliser un petit peu avec le rugby dans l'histoire de Toulon, des sportifs de Toulon, où il y en a certains qui aiment et le rugby et le football. Ouais, j'ai ce souvenir, parce que ça passe vite, mais ça a duré 9 ans quand même. Hein. Ouais. Donc, je me pointe à 82, j'ai des problèmes en 91, je fais la bêtise d'être le trésorier, c'est-à-dire le premier responsable de la caisse noire de Toulon, alors que bon, ben, on avait tout simplement essayé de réparer un handicap. Et c'est vrai que ce qui s'est passé à Saint-Étienne, ce qui s'est passé à Bordeaux, ben je m'en suis jamais servi en disant bon, ça va, que ce vous m'emmerdez, moi, à Toulon, qui suis tout petit, alors que il y a la caisse noire qui se passe sur 8 clubs sur 10, et des grands clubs comme Saint-Étienne et Bordeaux, ben ils vont pas nous donner des leçons. Donc ça, c'est le souvenir, le point gris, voire même point noir, parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu derrière ça un règlement de compte. Le règlement de compte, c'est pas un règlement de compte entre deux bandes de gangsters, c'est un règlement de compte en ce qui concerne la jalousie qui m'a toujours poursuivi et qui m'a toujours accompagné. Bon, je suis pas là pour me plaindre, j'ai jamais eu l'habitude de me plaindre, donc ça va pas commencer aujourd'hui, mais je me dis c'est le point gris, le point noir, parce que sincèrement, quand je vois des irrégularités, il y a eu, hein, donc des factures qui ont été améliorées pour pouvoir détourner de l'argent et nous faire économiser des charges. Il y a eu, mais par contre, bon, je pense pas que avec ce qu'il y avait dans le dossier, qu'il y ait pu y avoir une amende, qu'il y ait pu y avoir une prison avec sursis, mais faire 3 mois plus après 4 mois et demi, faire 7 mois et demi de prison. Ok, ben si ça a pu faire des gens contents, c'est difficile de se juger, mais je pense qu'on a quand même été un peu sévère, même si je reconnais que certaines irrégularités étaient là. Par contre, je me suis aperçu aussi que dans certaines anomalies, on mélangeait même chez des procureurs très compétents et très instruits les astuces et les irrégularités. Donc, c'est-à-dire, suivant qui tu es en face d'un procureur, on va considérer que c'est une irrégularité, que tu as triché et que tu as volé le fils. Par contre, avec le même montage, si tu profites de certains transferts pour aller se servir du mode fiscal du pays avec lequel tu es en train de discuter l'achat de transfert, ben ça c'est tout à fait normal. Donc voilà. Ouais. Et souvent je me suis amusé à dire, il y a une réponse que j'ai jamais eue, bon pas qu'une, hein. Dans ma vie, c'est des fois une astuce et une irrégularité, savoir la différence, ben je l'ai jamais su. Par contre, j'ai eu le temps d'y réfléchir entre 3 mois en prison et 4 mois et demi en prison par rapport à ce qu'il y avait dans mon dossier. Ouais. Bon, allez, disons que je vais pas dire que c'est un scandale, je vais quand même dire que c'est un peu sévère. Mais on retiendra quand même tes belles années au Sporting et tout ce que tu as fait déjà, les victoires et les belles années, c'est ce qu'on va retenir. Roland, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. À bientôt. Par contre, si tu es... Roland, tu voulais revenir sur ce système en zone que tu as inventé.
Tu voulais m'apporter quelques précisions. Mais les précisions que je veux apporter, c'est pas avec de la prétention, c'est avec quand même un peu. Je suis quand même expérimenté et je suis quand même peut-être aussi un peu compétent. Je vais pas faire non plus trop le faux modeste. Et quand je vois qu'on me parle d'une organisation à trois, oui, c'est une organisation à trois arrières centraux par rapport aux habitudes que pouvaient avoir les trois arrières centraux. Et au lieu de suivre bêtement un adversaire, je trouve que se partager le boulot avec des trois arrières centraux qui coulissent, plus les pistons, mais je trouve qu'on néglige dans les explications ce qu'on fait avec le reste. C'est que il y a 5 joueurs plus un gardien, il en reste 5 autres. Et ensuite, j'ai horreur et j'essaye de rectifier, excusez-moi, que j'ai mon caractère, puisque je pense pas avoir raison sur tout, mais j'ai au moins des idées et des arguments. Quand j'entends certains entraîneurs qui présentent leur équipe en disant on joue en 4-4-2. Ok, tu joues en 4-4-2. Jusque-là, on s'est compté. Donc 4, 4 et 2, plus un gardien. Mais qui fait quoi? Ce que j'appelle moi le qui fait quoi, quand, où, comment et pourquoi. Le pourquoi, on le sait. C'est pour jouer au football un match et essayer d'être bon offensivement et défensivement. Mais le qui fait quoi dans ce 4-4-2? Qu'est-ce qu'on fait? On presse, on attend, on joue le contre, on passe par les ailes, les trajets qu'on appelle préférentiels, c'est-à-dire les trajets préférés, ils font quoi? Donc, n'oublions pas, s'il vous plaît, quand on parle d'une organisation, d'en expliquer aussi le mécanisme. Sinon, on n'explique rien, c'est mieux. Et un entraîneur, il doit faire attention. Je l'ai déjà dit et je le redis. Une explication dans une causerie, que ce soit avant un match, après un match, c'est quelque chose de très important parce qu'on peut, suivant ce qu'on dit et pourquoi on le dit, on peut préparer une victoire ou on peut préparer une défaite sans s'en rendre compte. Bon, ouais. Si déjà c'est difficile de gagner les matchs, si en plus après un match on a un match tous les 3 jours et qu'on est très mauvais dans l'explication du match, dans la conférence d'après, et qu'on augmente, évidemment que Toulon, Stéphane, lui, il a été au centre de formation de Toulon. Il a fait tout le maximum pour réussir et il se débrouillait pas mal, mais pas au point de pouvoir faire un professionnel. Et ensuite, ben, on n'a pas insisté. Et je suis pas du tout mécontent parce qu'il n'a pas été professionnel. Il est suffisamment sympa. Personne s'en plaint. Certaines discrétions pas évidentes, et il y arrive quand même. Donc voilà. Donc ouais. Toulon, c'est ça aussi. Voilà, on comprend pourquoi tu as encore cet amour de Toulon et de cette région. Absolument.